Chaque année, on fait face à de nouvelles tragédies, mais parfois, l'information ne se rend pas jusqu'à nous. Il y a environ 2 semaines, je suis allée à l'exposition World Press Photo à Montréal et j'en suis ressortie sans mots. Tout ce que je pouvais faire, c'est avoir de la gratitude envers ma situation. Le but de cette exposition, c'est de donner la chance à tout le monde de prendre connaissance des moments les plus importants de l'année et de découvrir les enjeux les plus pressants du monde d'aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un concours de photographie de journalisme qui traite de conflits, de la culture, de l'identité et plus de 60 000 photos ont été évaluées provenant de plus de 127 pays et au final, 24 sujets en ressortent gagnants. J'ai décidé de vous partager les 7 enjeux qui m'ont le plus choqué et le plus troublé au travers de cette exposition. En passant, c'est une exposition temporaire ouverte jusqu'à la fin du mois d'octobre, alors vous pouvez aller la voir peu importe vous êtes où dans le monde. Je tiens aussi à préciser que c'est pas une collaboration, je suis pas payée pour faire une vidéo sur ça, c'est vraiment moi qui voulais le faire parce que ça fait plusieurs années que j'y vais et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire découvrir cette exposition. La première photo que je veux vous parler, c'est celle des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh à Israël le 13 mai 2022. Ce qu'on peut lire comme description à côté de l'image, c'est « La police israélienne frappe les personnes endeuillées accompagnant le cercueil de la journaliste d'Al Jazeera ». Pourquoi? Eh bien, on y lit que la police a interdit de porter le cercueil à pied à travers la ville, alors que la foule scandait « Nous sacrifions notre âme et notre sang pour toi, Shirin ». Reporter chevronné du conflit israélo-palestinien, Abu Akleh avait été tuée par balle 2 jours plus tôt alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien à Jénine en Cisjordanie. L'armée israélienne a d'abord démenti les faits pour admettre par la suite qu'il y avait une forte possibilité que la journaliste ait été abattue par un soldat israélien. Au travers de cette exposition, l'organisation cherche aussi à sensibiliser les gens par rapport à la liberté de presse. L'organisme Reporters sans frontières estime que près de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des informations librement rapportées. Il rapporte aussi que dans les 20 dernières années, plus de 1600 journalistes ont été assassinés, ce qui revient à environ 80 journalistes assassinés par année. Quand ils disent que des journalistes se mettent à risque pour couvrir des histoires, ben voici un exemple malheureux. La prochaine photo que je veux vous parler, en fait, c'est plus un tableau où on y retrouve 4 photos et ça montre une réalité troublante en Afghanistan. En passant, si vous ne saviez pas, l'armée des États-Unis était sur le territoire afghan depuis 20 ans, suivant l'attaque du 11 septembre 2001 et en 2021, ils ont complètement quitté le pays. Le président Biden a déclaré que les États-Unis devraient apprendre de leurs erreurs et que de se retirer marque la fin d'une ère d'opérations militaires majeures qui avait pour but de recréer d'autres pays. Suivant ça, les talibans ont complètement repris le contrôle du pays. Il y avait déjà des enjeux au niveau de la famine dans ce pays, mais le tout semble s'être aggravé depuis. Je vous donne quelques statistiques à l'appui. Il y a 41% des enfants de moins de 5 ans qui ont un retard de croissance dû à la malnutrition. Seulement 12% des bébés entre 6 et 24 mois reçoivent assez de nourriture et de nutriments pour leur âge, et une adolescente sur 3 fait de l'anémie. Sur la première photo, on y voit un enfant de 11 mois se faire ausculter dans une petite clinique parce qu'il souffre de malnutrition grave. Son régime quotidien se résume à du pain blanc et du thé. Il y a 11 mois. Sur la deuxième photo, on y voit un garçon de 15 ans avec une cicatrice sur le ventre. Ses parents, incapables de nourrir leur famille, ont décidé de vendre un de ses reins pour 3 500 $. Les conditions de vie sont tellement difficiles, le manque d'argent, le manque d'emploi et le manque de nourriture ont causé une grande augmentation du commerce illégal d'organes. Cette photo-là m'a vraiment brisé le cœur. De voir que des familles se rendent à prendre ces décisions-là, c'est complètement brise-cœur. Sur la troisième photo, on voit un homme de 19 ans qui monte la garde à la mosquée pendant une prière. Il aurait rejoint les talibans il y a 3 ans, soit alors qu'il avait 16 ans seulement. Et sur la dernière image, on y voit des femmes et des enfants devant une boulangerie et elles demandent du pain pour essayer de se nourrir. Le troisième cas que je veux vous parler, c'est aussi un tableau et en fait, on y voit plusieurs photos. Et ce qui est spécial avec ce tableau-là, c'est qu'on connaît pas les photographes, on sait qu'ils sont iraniens, mais c'est tout. Parce que ce qu'on peut lire sur le tableau, c'est que les journalistes et les photographes qui tentent de rendre compte des manifestations font l'objet de représailles de la part du régime iranien, allant de l'intimidation aux arrestations et à des actes de violence. Il est donc difficile de savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur du pays.
beaucoup de photographes qui ont capté les images montrées ici resteront anonymes pour des raisons de sécurité. Mais à la base, pour quelles raisons il y a des manifestations? En fait, c'est dû à la mort d'une jeune femme de 22 ans appelée Mahsa Amini. Elle est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle aurait enfreint les règles d'habillement et la conduite des femmes en portant mal son voile parce qu'on pouvait voir ses cheveux dépassés. Alors qu'elle se fait arrêter, elle se serait mise à insulter les policiers qui ont répondu avec la force en lui donnant entre autres un coup à la tête. Plusieurs témoins accusent la police d'avoir battu la femme violemment au point où elle a rapidement dû être hospitalisée parce qu'elle commençait à perdre la vue et qu'elle est tombée inconsciente. Peu de temps après, elle va finalement tomber dans le coma et va décéder 3 jours plus tard. La population va conclure en voyant des photos de ses blessures qu'elle est morte d'une hémorragie intercérébrale, mais les autorités vont nier les accusations et vont dire que sa mort est causée par un problème cardiaque soudain et une maladie du cerveau. Pourtant, sa famille assure qu'elle était en pleine santé et n'avait jamais eu de problème de santé. Suivant cet événement, plusieurs manifestations violentes vont avoir lieu. Comme je viens de vous dire, on a très peu accès à ce qui se passe lors de ces manifestations. Et un autre point important à savoir, c'est que les hôpitaux sont contrôlés par le régime, donc si quelqu'un est blessé par la police pendant les manifestations, ils peuvent même pas aller à l'hôpital parce qu'ils risquent de se faire arrêter. Par exemple, sur le tableau, on voit plusieurs photos des blessures d'un homme lors d'une manifestation. Il a été tiré à plusieurs reprises par des petites balles qui se sont logées dans sa peau. Il en a même reçu dans l'œil. Et suivant ça, il perdait tellement de sang qu'il avait besoin d'une transfusion sanguine. Un groupe de personnes l'ont amené voir un vétérinaire parce qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Une infirmière a testé son sang et a découvert qu'il était du même type sanguin, alors elle a décidé de lui donner de son sang. La prochaine photo que je vais vous parler, on peut y voir 3 apiculteurs entourés d'abeilles. Personnellement, j'ai vraiment aimé la photo, je l'ai trouvée vraiment belle, bien faite. Et pourquoi je vous parle de cette photo-là après vous avoir parlé de tragédie? C'est parce qu'à l'exposition, ça parle de plein de sujets, dont l'environnement. Et si vous ne saviez pas, les abeilles sont en danger d'extinction. Et cette photo veut parler de cet enjeu-là. On peut lire à côté de la photo « Alfredo, Ubaldo et José s'occupent de ruches près de Wendin dans le désert de l'Arizona aux États-Unis le 11 mars 2022. Une importante diminution du débit du fleuve Colorado, conséquence du manque de pluie et de la demande croissance en amont, oblige maintenant ces travailleurs à fournir de l'eau aux abeilles au moyen d'abreuvoirs. On est rendu au point de donner de l'eau aux abeilles dans des abreuvoirs. À quel point ça va pas bien? Je continue. La chaleur et la sécheresse affaiblissent les abeilles et les rendent plus vulnérables aux agents pathogènes et aux parasites, en plus d'avoir un impact sur les plantes dont elles se nourrissent. Entre 2019 et 2020, les colonies d'abeilles vitales pour la pollinisation des cultures ont diminué de 43,7% aux États-Unis. Le jury de sélection des photos a estimé que ce portrait subtil invite à la réflexion sur un enjeu environnemental qui résonne à l'échelle mondiale. Et c'est super grave parce que c'est majoritairement les abeilles qui s'occupent de polliniser les fleurs, ce qui donne ensuite nos fruits. On est même rendu dans certains cas à faire de la pollinisation manuelle pour remplacer le travail des abeilles. Le prochain tableau que je vais vous parler traite d'un enjeu très important au Pérou et qui touche les alpagas. Et là, je suis pas trop sûre comment je me sens par rapport à ça, alors je suis curieuse d'avoir votre avis dans les commentaires sur le sujet. Donc, on apprend que les alpagas sont confrontés à de nouvelles difficultés à cause de la crise climatique et qui sont essentielles aux moyens de subsistance des habitants des Andes péruviennes. À cause d'une perte de superficie des pâturages naturels et à cause que les glaciers reculent, les alpagas ont de plus en plus de mal à se nourrir et à s'hydrater. Pour compenser, les éleveurs d'alpagas doivent s'installer à des altitudes plus élevées ou carrément abandonner leur mode de vie, ce qui est vraiment pas des solutions qui sont privilégiées. Il y a donc des scientifiques qui se penchent sur la question pour essayer de créer une race plus résistante aux températures plus extrêmes. On peut y lire que le jury du World Press Photo a apprécié la façon dont cette histoire met en lumière le lien profond que la culture et l'identité entretiennent avec l'environnement. Les photos qu'on voit représentent bien les enjeux à ce niveau. Sur la première image, on voit des alpagas dormir dehors la nuit sans abri parce que les éleveurs n'ont pas les moyens d'en construire malgré les températures glaciales à haute altitude. Sur la deuxième image, on voit un faux alpaga, je vous rassure, et une personne qui lui insère un faux vagin pour aller collecter du sperme au centre de recherche et de production de Kimsashata.
Sur la troisième photo, on voit un alpaga qui va subir une intervention chirurgicale pour que le centre de recherche puisse récolter des ovules et faire une fécondation in vitro. Il s'agit aussi du centre avec la plus grande réserve génétique de races d'alpaga au monde. Et sur la dernière photo, on y voit un fœtus d'alpaga dans une genre de pipette qui va être utilisée pour faire des analyses. Je comprends l'enjeu et tout ce qui se passe autour de leur culture et de l'environnement, mais je suis quand même mitigée quand on parle de créer des races ou modifier la génétique des animaux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais savoir votre avis parce que j'étais un peu ambiguë. Le prochain tableau que je vais vous parler, c'est celui sur les migrants. Fait que sur cette photo-là, on parle de l'afflux de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile en Europe en provenance d'Afrique. Et par rapport à ça, je vous ai fait une grosse vidéo sur le sujet il y a quelques semaines. Alors allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. J'ai vraiment creusé la situation. Évidemment, je suis pas une experte, mais je crois avoir pu soulever plusieurs enjeux par rapport à cette situation. On peut lire à côté de cette photo que les médias européens couvrent ces histoires comme un enchaînement de crises humanitaires ou comme un lot de statistiques abstraites et que plusieurs embarcations font naufrage. Sur le tableau, on y voit le visage de 6 personnes, Abdul, Haruna, Nebot, Modou, Malo et Kaba, qui viennent soit du Sénégal, de la Guinée ou du Nigeria et qui ont péri dans un de ces naufrages à la recherche d'une meilleure vie en sol européen. Sur la deuxième photo, on voit le parcours de Alpha Oumar, originaire de Guinée, qui a décidé de partir en Europe après avoir fait des études en littérature et en écriture. Pourquoi? Ben simplement parce qu'il n'y avait pas d'opportunités économiques dans son pays. Et après avoir traversé le Mali, l'Algérie et la Libye, il atteint finalement l'Italie en 2016 et obtient un permis de séjour par les autorités italiennes. Et il travaille aujourd'hui à cueillir des fruits à Palagiano et rêve que sa femme vienne le rejoindre en Italie. Le dernier tableau que je vais vous partager, c'est celui qui touche la guerre en Ukraine. Toutes les photos que j'ai vues à l'exposition m'ont touchée, mais celle-là m'a touchée plus particulièrement. Ça m'a donné des frissons, j'ai même versé quelques larmes et normalement j'ai le pleur un peu gêné, fait que c'est vraiment rare que je pleure en public. La première photo a été prise à la suite d'une frappe aérienne d'un hôpital à Mariupol. On y voit une femme de 32 ans, enceinte, en train d'être transportée par des soldats. Son bébé, qu'elle a appelé Miron, qui est une variante du mot paix, est malheureusement mort-né. Et une demi-heure plus tard, c'est Irina, la femme en question, qui est décédée à son tour. Le jury de l'exposition dit avoir choisi cette photo parce qu'elle représente une attaque contre l'avenir de l'Ukraine. Sur la deuxième partie du tableau, on voit 4 images. La première, on voit un civil blessé par un bombardement qui se repose après avoir été opéré. Sur la deuxième photo, on voit des tanks de l'armée russe sur le territoire ukrainien, pas très loin de Mariupol, après les bombardements. Sur la troisième photo, on voit un couple qui arrive à l'hôpital avec leur fils de 18 mois mortellement blessé par un bombardement. On voit la détresse dans le visage de la mère et ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est complètement horrible ce qui se passe là-bas. Et sur la dernière photo, on voit des gens qui déposent des cadavres dans une fosse commune. Et on peut lire à côté de la photo que selon la BBC, certains jours, jusqu'à 150 personnes étaient enterrées dans des fosses communes pendant les périodes de bombardements russes intensifs. Toujours par rapport à l'Ukraine, il y avait aussi une autre photo d'un autre photographe où on y voit un homme, un auxiliaire médical de l'armée de 22 ans qui a été blessé sur le front. Dû à ses blessures, il a dû être amputé aux 2 jambes. On apprend aussi que le photographe qui a pris la photo a lui aussi perdu une jambe lors d'un précédent reportage en Afghanistan. Alors ça ajoute un niveau d'empathie et de compassion à la photo. Le photographe raconte qu'au travers de ses photos, il essaie de dépeindre la cruauté de la guerre derrière les lignes de front. Il dit « Alors qu'un territoire peut capituler puis être reconquis, la perte d'un membre, comme celle de la vie, est permanente. » Je sais pas pour vous, mais pour moi, tout ça, ça m'a vraiment permis de remettre en perspective ma situation et notre situation au Québec. Oui, c'est pas parfait, oui, il y a des problèmes, oui, il faut continuer de travailler pour s'améliorer, mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir de la gratitude envers notre situation. J'espère aussi que je vous ai fait découvrir cette exposition et que vous allez aller la voir parce que je vous ai seulement montré une parcelle de tout ce qui est dans l'exposition et ça permet vraiment en quelques minutes d'avoir un portrait sur plusieurs gros enjeux dans le monde. Comme je vous ai dit, c'est pas toutes des nouvelles qui se rendent jusqu'ici ou qui ont la chance d'avoir une couverture médiatique, alors ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe dans les autres pays. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et vérifiez si vous êtes abonné à ma chaîne, ça m'aide à grandir encore plus, alors c'est super apprécié.
Et si vous n'aviez pas vu encore ma vidéo sur la situation des migrants et des demandeurs d'asile en Europe, ben je vous la mets juste ici. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!